Jean, c'est à toi, si je peux me permettre le tutoiement. C'est parti. Bonsoir à tous. Donc, pour commencer, si on peut me passer, voilà les slides. Alors, je vais commencer par une bonne nouvelle. Et c'est presque provoquant aujourd'hui de donner de bonnes nouvelles. On se fait presque engueuler de fois qu'on donne des bonnes nouvelles. Eh bien, je vais commencer par une bonne nouvelle. Beaucoup d'entre vous vont pleurer cet hiver et pleurent déjà sur leur facture d'électricité. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, pas si longtemps que ça, l'électricité sera gratuite. Eh oui. Alors gratuite au sens de, c'est pas le cas effectivement au Mali, mais quand vous tirez la chasse d'eau, évidemment en période de sécheresse c'est un peu plus grave, mais vous dites pas tiens j'ai perdu 0,1 centime. Vous retirez la chasse d'eau, tiens j'ai encore perdu 0,1 centime. C'est dans ce sens-là que l'électricité sera gratuite ou quasi gratuite. Alors comment c'est possible ? D'abord parce que l'énergie est illimitée, évidemment. L'énergie est illimitée depuis très longtemps, depuis 4,5 milliards d'années pour être précis. Et ça fait longtemps depuis que le Soleil s'est formé. Donc une énergie est illimitée, il y a beaucoup plus d'énergie qui arrive sur Terre qu'on n'arrivera jamais à en consommer. Donc le problème, c'est de la récupérer, de la stocker, de la distribuer. Alors évidemment, déjà, on peut mettre des panneaux solaires dans plein d'endroits, comme vous voyez, sur toutes les serres, sur tous les... Vous avez sans doute entendu parler du brevet japonais qui vient de sortir, qui consiste à avoir des panneaux solaires transparents qu'on peut poser sur toutes les vitres. Imaginez que toutes les vitres soient transformées en panneaux solaires. Mais ça, c'est que le début. Après, si on manque de... On m'a dit, mais le foncier, ça prend du foncier, panneaux solaires. Oui, mais il y a des projets comme Desertec, par exemple, c'est un projet allemand de recouvrir le Sahara de panneaux solaires pour envoyer l'électricité par câble supraconducteur en Europe. Alors, le principal problème là-dessus, c'est pas un problème technique. Non, c'est un problème humain. On y reviendra parce qu'il y a plein de solutions, mais c'est souvent le problème, c'est les hommes. Le problème, c'est de virer Al-Qaïda au Maghreb islamique, tout simplement. On n'y arrive pas. Les Français sont déjà repartis, vous avez vu, du Mali, et dans quelles circonstances ? Non, l'armée française a renoncé, voilà, on n'y arrive pas. Il n'y a rien de plus facile à saboter qu'une centrale solaire, évidemment. Vous lancez une minuscule grenade, ça explose tous les panneaux solaires, donc c'est un vrai problème. À terme, ça c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour notre génération, à terme, bien sûr, il y aura ça. Il y a déjà les plans. Les centrales solaires seront dans l'espace. Dans l'espace, il y a 24 heures sur 24 de soleil, il n'y a pas de nuages. Et on enverra l'énergie sur Terre par des faisceaux à micro-ondes. Regardez, c'est déjà en test, vous voyez ? Je ne vous raconte pas des histoires. L'armée américaine teste avec succès un panneau solaire spatial pour envoyer l'électricité sur Terre. Vous voyez, il y a les ondes là derrière. De même qu'aujourd'hui, vous avez, sans doute un certain nombre d'entre vous, vous avez votre antenne la circulaire pour recevoir les signaux des satellites. Eh bien, vous recevrez votre électricité comme ça, directement, sans câble, hop, de l'espace. Voilà, une électricité qui sera, comme je l'ai dit, gratuite ou quasi gratuite. Alors, pourquoi l'électricité sera gratuite bien avant, rassurez-vous, qu'il y ait l'électricité dans l'espace? Parce que non, elle sera gratuite bien avant. Et pour une raison mathématique, une raison inévitable. C'est pour ça que je suis si sûr de moi. Regardez ça. Ça, c'est le ASCII RAID en 1996. Il y a donc 26 ans. C'est pas en 1977, quand on avait encore des ordinateurs à vapeur ou presque. C'est-à-dire, là, on avait tous déjà des portables en 1996. C'est hier, 1996. Enfin, peut-être pas pour les plus jeunes d'entre vous, mais en tout cas, pour moi, c'est hier. On avait déjà des Macs, etc., tout depuis longtemps. Bon. Et là, vous avez un ordinateur qui coûte 55 millions de dollars et qui est plus grand qu'un court de tennis. C'est le plus grand ordinateur du monde. Il est évidemment dans les mains de l'armée américaine. Et aujourd'hui, vous avez ça. Eh bien, la puissance de calcul du ASCII RAID de 1996, elle est là-dedans. Entre autres, pour les questions, vous savez, des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, cartes graphiques et tout, dans un smartphone, vous avez la même puissance qui valait 55 millions de dollars il y a 26 ans et qui prenait la taille d'un court de tennis. Ça, c'est juste pour vous faire sentir ce que c'est que la loi de Moore. La loi de Moore, c'est tous les 18 mois, les composants électroniques sont 2 fois moins chers et 2 fois plus performants. Sur 25 ans, ça permet de passer de 55 millions de dollars à quelques centaines de dollars et de la taille d'un court de tennis à un truc qui est dans votre poche. Voilà. Et maintenant, la grande histoire, c'est que dans les panneaux solaires, c'est pareil. Sauf que ça a commencé avec 30 ans de retard. Voilà, regardez. Là, vous l'avez uniquement sur 2010, mais si vous prenez 20 ans avant, vous verrez, sur 30 ans, on a 30 ans de retard, la loi de Moore c'est 60 ans que ça a commencé, panneaux solaires c'est 30 ans. Donc là, vous voyez déjà l'exponentielle qui est en route, vous voyez déjà le prix de l'électricité solaire qui est en train de battre les prix. Alors, bien sûr, il n'y a pas de soleil la nuit, c'est pour ça qu'un jour on ira dans l'espace. Il n'y a pas de soleil la nuit, etc. Il y a du vent, il y a des nuages, il y a le problème de stockage, etc. Mais c'est évident que l'exponentielle est déjà là.
Je vous ai raconté les panneaux solaires transparents à mettre sur toutes les vitres. Ça vient de sortir. Mais imaginez où on en sera dans 30 ans. Mais c'est complètement inimaginable. La seule chose qui est certaine, c'est que l'électricité sera gratuite. Voilà. Donc effectivement, ça c'est très très important. Une des choses très importantes qu'on va voir, c'est de s'extraire du court terme dans ce qu'on vous raconte. Pourquoi ? Parce que il y a un autre truc très très important, c'est ça. Le monde est VUCA, volatile, uncertain, c'est l'anglais, complexe et ambigu. En français, on dirait VICA, soyons francophones. Volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc disons VICA. Le monde est VICA ou VUCA. Et ce monde-là, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un monde d'extrême volatilité. Quand le pétrole était, vous avez le graphique là, à plus de $150 le baril, tout le monde disait dans la presse, ça va atteindre $200, ok ? Regardez, 6 mois après, il était à $30. En 2016, quand le pétrole est passé en dessous de $30, brièvement, vous l'avez là, 27,94, le 9 février 2016, c'est sur ce graphique. Moi-même, pourtant c'est mon métier d'être prospectiviste, c'est mon métier de sortir, j'allais dire, des informations de masse pour donner à des auditeurs comme vous des informations plus fiable et plus durable surtout. Eh bien, moi-même, j'étais intoxiqué. Je me suis dit, je ne verrai jamais de ma vie le pétrole à moins de $30, une fois de plus, à cause du pic pétrolier, à cause de tout ça. Ok, d'accord, je l'ai vu non seulement à moins 20, non seulement à moins de $25, le pétrole, mais je l'ai vu à moins de $0. Oui, un jour, ça n'a duré qu'un jour, regardez bien. Et c'était il n'y a même pas 2 ans et demi. Vous voyez, vous l'avez là, c'était le 20 avril 2020. C'est pas si vieux le 20 avril 2020. Le pétrole valait moins $37. Ça veut dire que si vous étiez au bon endroit avec une citerne vide et que vous preniez 1000 barils de pétrole, on vous les donnait gratuits avec un chèque de $37 000 en plus. Voilà. $37 000 plus 1000 barils de pétrole gratuits. Ça, c'était il y a 2 ans et demi. Ça a duré qu'une journée. Mais c'est pour vous expliquer la volatilité du monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, le pétrole est cher. Demain, il ne vaudra plus rien. Après-demain, il sera super cher. Donc, avant que l'électricité sera gratuite, c'est pareil. Vous verrez l'électricité super pas chère, puis l'électricité super chère, puis l'électricité pas chère, puis, vous voyez, le monde est extrêmement volatile. Voilà pourquoi tout ce qu'on vous dit aujourd'hui à court terme est forcément faux à long terme. Ça, c'est une leçon essentielle à apprendre, vous voyez. Tout ce qu'on vous dit à court terme, c'est faux à long terme. Regardez, par exemple, on a vécu ça. C'était incroyable. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en train de remonter à fond. Ils n'ont pas encore atteint ceux qui étaient en 2014, vous voyez, en 2014-2013. Mais on a eu, pendant 1 an, des taux d'intérêt à 10 ans, pas 1 an ou 2 ans, négatifs. On n'a jamais vu ça dans l'histoire humaine. C'est un signal, ça, quand même. On vous prête de l'argent et on vous donne de l'argent pour accepter un prêt. Alors, pour les particuliers, c'est assez rare. Hein. Mais pour les États, oui, absolument. Vous avez la preuve ici. Donc, oui, donc voilà. Donc, pourquoi, maintenant, la grande question, c'est pourquoi le monde est comme ça ? Pourquoi le monde est si volatile ? Pourquoi le monde ne sera plus jamais comme le monde d'avant ? Eh bien, un des grands secrets que je vais vous donner, les amis, c'est que chaque fois que vous envoyez un email, que vous postez sur Facebook ou WhatsApp ou que vous envoyez un SMS, chaque fois que vous faites ça, vous contribuez à changer de civilisation. C'est pas une blague. Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous changez le monde sans le savoir chaque fois que vous envoyez un email. Pourquoi ? Regardez par exemple ça. Ça, c'est le monde selon Facebook. Plus il y a de points blancs, plus il y a de communication entre les adhérents de Facebook d'un même pays. Plus il y a de traits bleus, plus il y a de communication entre les adhérents de Facebook de continents différents. On vous parle des fameuses nouvelles routes de la soie chinoises, mais pour moi, les vraies routes de la soie, elles sont là. Vous les voyez là. Et voilà maintenant le moment de vous expliquer ce grand secret. J'ai eu la chance d'être, entre autres, l'élève du prix Nobel de chimie Ilya Prigogine, fondateur des théories du chaos et de la complexité. Et il me disait, il est mort en 2006, il me disait, il y a 25 ans, Jean, vous verrez dans 25 ans, mes idées s'appliqueront beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce qu'il a démontré que plus il y a d'interaction entre les éléments d'un système, plus ce système est volatile à la hausse comme à la baisse. Et le système Terre, c'est nous, les êtres humains. Et l'interaction, vous la voyez à l'écran en ce moment. Et les interactions ont monté d'un facteur 1000 depuis 25 ans. À cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux, ce n'est pas une blague, ce que je vous raconte. On change de civilisation. Il n'y a eu que 3 civilisations dans l'histoire humaine. Et les 3 sont liés au rapport entre les hommes. Le premier, c'est quoi ? C'est l'écriture. Tant qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de civilisation, il n'y a rien. On peut gouverner qu'avec la voix. La voix, c'est 100 mètres. Bon.
Donc, dès qu'il y a de l'écriture, vous avez les premières villes, les premières cités, les premières agricultures qui se développent. Vous savez, les premières écritures, c'est des plaquettes hittites il y a 8 000 ans pour enregistrer les grains donnés par les agriculteurs à un centre de stockage de grains. Voilà, il y a 8 000 ans. Donc, la civilisation néolithique et agricole est le fil de l'écriture. Il y a 500 ans, on invente l'imprimerie. On multiplie par 1000 le pouvoir de l'écriture. Et vous avez quoi? La révolution industrielle. La société industrielle est impensable sans l'imprimerie. Il faut imprimer des notes, Rodéoté, tout ça. D'Alembert, Diderot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la connaissance à portée de milliers de gens, avec l'encyclopédie. Il faut l'imprimerie pour ça, les amis. Voyez? Et maintenant, la troisième étape de l'histoire humaine, il n'y en a que 3. C'est les réseaux sociaux, les médias qui vont dans les deux sens. Les théoriciens l'avaient bien vu, mais ils ne savaient pas qu'Internet allait... Marshall McLuhan, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est un des très grands théoriciens de la communication, il est mort 20 ans avant Internet. Il a dit la vraie révolution, ce sera les radios et les télés interactives qui iront dans les deux sens. Il ne savait pas qu'Internet allait exister, mais c'est l'idée est là. La télé, c'est génial, mais la télé, c'est juste un journal ou un livre en temps réel. Et c'est aussi passif qu'un livre. Vous lisez un livre, vous ne pouvez pas changer l'écriture. Vous regardez la télé, vous ne pouvez pas changer ce que dit le speaker. Tandis que sur Internet, si. Vous êtes partie prenante de la boucle, vous voyez, et ça change tout. Donc voilà pourquoi nous avons changé de civilisation depuis 20 ans. Notre civilisation ne sera plus jamais la même. C'est la troisième civilisation, c'est un choc aussi énorme que le passage de l'ère agricole à l'ère industrielle, vous voyez. Et ça, il y a encore pas beaucoup de gens qui l'ont intégré. Ça change énormément de choses dans énormément de domaines. Et pour le meilleur comme pour le pire. Regardez, ça, vous avez tous ces dictateurs, la Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, Saleh, président du Yémen, ils sont au sommet de leur puissance. 10 octobre 2010, un an après, ils sont tous morts ou en prison. Pourquoi? Parce que ce pauvre type s'est suicidé par le feu dans une ville totalement inconnue de Tunisie. Et évidemment, qu'est-ce qu'ont fait Moubarak et Ben Ali pour tenter de sauver leur peau? C'est génial. Enfin, c'est génial. Pour la théorie que je vous développe. Ils ont coupé Twitter et Facebook pour essayer d'empêcher les gens d'appeler à manifester. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu des jeunes de New York, des jeunes de Clermont-Ferrand ou de Londres envoyer des patchs informatiques à des jeunes Tunisiens et Égyptiens pour contourner la censure, pour aller appeler à manifester sur Twitter et Facebook. Un hommage fabuleux rendu à Marshall McLuhan, le théoricien de la communication, mais bien involontaire, qui disait justement que les nouveaux médias qui iront dans les deux sens allaient changer la planète à jamais. Voyez. Ça, c'est évidemment ce qu'on a pris, nous, dans la figure en France. Hein, une ménagère de moins de 50 ans, je ne rappellerai pas son nom, enfin, vous la connaissez toutes, mais maintenant, elle était inconnue à l'époque, mais en Bretagne, il y a un truc sur Facebook, c'est repris par un camionneur de la région parisienne, et hop, toute la France est à feu et à sang, évidemment, pendant 1 an et demi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est impossible sans les réseaux sociaux, c'est impossible sans ces fameuses interactions. Donc retenez ça. Hein. Plus il y a d'interactions entre nous, plus le monde est complexe, plus il est volatile à la hausse comme à la baisse, et sauf guerre thermonucléaire globale qui supprimerait tout ça, eh bien, ça ne va pas changer demain, ça va même empirer demain. C'est là où il faut se préparer, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de complètement différent dans lequel nous sommes. Ça, on peut dire que c'est le mauvais côté de la chose, mais heureusement, il y a un bon côté. Il y a un bon côté. C'est que je vous l'ai dit que c'est à la hausse comme à la baisse, toute cette histoire. Eh bien, dans l'histoire humaine, il y a 2 choses qui ont bloqué. La connaissance d'abord, mais l'argent ensuite. La connaissance, c'est réservé aux riches. Hein. Harvard, c'est 100 000 € par an. Envoyer un jeune là-bas, il faut payer non seulement l'inscription à Harvard, c'est plus de 50 000 €, mais il faut payer la nourriture, il faut payer le logement à Harvard, enfin tout ça, vous voyez. Et c'est réservé à 10 000 privilégiés sur la planète. Ah, vous me direz, il y a des bourses, oui. Mais c'est 10 000 personnes qui vont à Harvard. Ou à Stanford, il y en a encore 10 000, bon d'accord. Mais là, vous allez sur Coursera. Pour quelques euros, vous avez tous les cours de Harvard qui sont disponibles pour quelques euros. Et il y a 35 millions de gens dans le monde qui suivent les cours de Harvard sur Coursera pour quelques euros. Donc d'un côté, vous avez le modèle de hier, 10 000 privilégiés, 100 000 $ par personne pour suivre les cours. Et là, vous avez 35 millions de personnes pour 200 $ à l'année. Vous voyez ? Et je ne parle évidemment pas de Khan Academy, dont la devise est « Vous pouvez tout apprendre, qui que vous soyez, et c'est gratuit pour l'éternité ». Khan Academy, c'est la puissance d'Internet. Il n'y a même pas 10-12 ans. Un prof de maths inconnu, il met 2 vidéos sur Internet pour expliquer à sa petite cousine comment faire des intégrales. Bon. Les parents voient ça, comme c'est bien fait, ils l'appellent, ils disent « Ah bah attends, moi j'ai un fils qui a un examen de trigonométrie, vous ne voulez pas lui mettre un peu une info là ?» Donc il est débordé de demandes. Au bout d'un certain temps, il recrute d'autres amis profs de maths doués pour la vulgarisation. Puis après, il passe à la physique. Puis. Et puis aujourd'hui,
Tout ce qu'un enfant a besoin de savoir, de la maternelle au bac, c'est sur Khan Academy dans toutes les langues et ce sera gratuit pour l'éternité. Terminé. Qu'est-ce que vous voulez faire de l'éducation nationale ? Dans mon livre de la grande mutation, j'explique que l'éducation va totalement se réformer. Les profs seront des coachs qui vont encadrer les élèves pour aller chercher l'information. L'information, elle est partout. Elle est gratuite et elle est partout. Vous comprenez ? C'est un nouveau monde, mais complètement fou. On n'a pas encore réalisé ce que ça veut dire. Alors, il y a des gens un peu bizarres qui le font. Lui, par exemple, c'est un libertarien. C'est Peter Thiel. C'était le coéquipier d'Elon Musk dans PayPal. Bon, il a aussi contribué à financer Facebook. Alors, lui, il est un peu fou, hein, mais il va dans les universités, les plus grandes, Harvard, Cambridge, les 20 plus grandes. Il rassemble les élèves, tout le monde vient le voir, c'est un milliardaire très connu là, aux États-Unis. Il est dans une assemblée comme ça, devant plusieurs milliers d'élèves, et il dit « 100 000 $ au premier d'entre vous qui se lève et qui quitte à jamais l'université. Allez, 100 000 $ au premier qui se lève et qui s'en va pour toujours. » C'est la bourse anti-études. Vous avez ici le Thiel Fellowship, ce sont les 20 étudiants qui se sont levés dans les 20 plus grandes universités américaines, chaque année il fait le coup, et qui ont encaissé 100 000 $. Il leur dit, voilà, puisque la connaissance est partout, vous qui êtes très brillants, si vous êtes à Harvard, Stanford ou Berkeley, qu'est-ce que vous foutez là ? Je vous donne 100 000 $ pour vos projets de vie, je vous encadre, c'est ça le Thiel Fellowship, et vous partez tout de suite. Et vous ne revenez jamais étudier. Ouais. Ça, je serais, moi, ministre de l'Éducation, je serais un peu inquiet, parce que quand on voit, pendant des années, on a donné des bourses aux jeunes méritants pour qu'ils aient accès à la connaissance. Et maintenant, vous voyez d'arriver des bourses anti-études, qui disent, mais non, ne perdez pas votre temps, parce que l'information est partout, la connaissance est partout, appliquez vos projets. Oui, mais il y a un autre gros problème, l'argent. L'argent. On ne prête qu'aux riches, évidemment. Eh oui, vous avez une idée géniale, mais vous la faites financer comment ? Eh bien voilà, regardez ça, imaginez, 3 jeunes qui sortent de l'école, une école d'ingénieurs en électronique, ils sont complètement inconnus, ils n'ont pas un rond, hein. Ils n'ont pas un oncle milliardaire pour les financer, ou même un oncle un peu riche. Ils vont chez le banquier, même au Crédit Agricole, qui est pourtant une très belle banque, on leur dirait, s'ils arrivent, ils disent à monsieur le banquier, on veut vous emprunter 12 millions de $. Ah ouais les gamins, c'est pour faire quoi ? Ah ben on veut faire des montres connectées pour concurrencer Apple et Samsung sur le marché mondial. Imaginez la tête du banquier. Bon écoutez les gamins, vous êtes gentils, mais allez bosser dans une grande boîte, revenez dans 30 ans avec un business plan et une grosse crédibilité. Et peut-être que mon successeur banquier vous prêtera les 12 millions de $. Mais bon, là, écoutez, là, c'est pas question. Hein. Bon là, ils n'ont pas du tout fait ça. Et ils sont allés sur un site qui s'appelle Kickstarter, ils ont mis une vidéo marrante, ils ont fait un prototype. Le truc, c'est en préachat. Donc ils ont récolté 12 millions de $ de préachat en 3 mois. Et au bout de 3 mois et un jour, ils avaient 12 millions de $ sur leur compte en banque. Ils ont créé leur entreprise tout de suite. Et ils l'ont revendu l'année dernière 40 millions de $. Et pendant quelques temps, ils étaient 3e du marché mondial derrière Apple et Samsung. 3 jeunes, sans fortune, sans rien, sortis d'une école d'ingénieur. Mais où on a vu ça dans l'histoire humaine ? Jamais. Il y a 200 ans, il y a eu une première ouverture. Avant, vous étiez né à Bordeaux, fils de métayer, vous étiez foutu, fils de métayer à vie. Mais il y a 200 ans, vous étiez un artisan un peu débrouillard. Et au bon moment, au bon endroit, vous étiez là, et vous devenez monsieur Renault, vous devenez monsieur Peugeot, vous étiez un capitaine d'industrie. Il y a eu une première grande ouverture. Mais aujourd'hui, chers amis, ça s'ouvre à la puissance 1000. À la puissance 1000. Et c'est pas réservé à tout le monde. Là, j'ai pas le temps, mais je peux vous montrer des Croates qui ont eu 250 000 € pour faire un thermos en forme de corne de chèvre. Alors, ils expliquent dans une vidéo géniale pourquoi vous devez absolument boire votre café dans un thermos en forme de corne de chèvre. Ils ont eu 250 000 €. Je peux vous montrer un petit Breton qui voulait 8 000 € pour faire de la bière en Bretagne. Il a fait une vidéo géniale, il a eu 25 000 €. Vous voyez, ça explose de partout. Mais, évidemment, c'est pour une nouvelle génération, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas ces moyens-là. Pourtant, toutes les PME pourraient utiliser ça. Il faut une bonne musique, il faut une vidéo, il faut un truc marrant. Vous embauchez, s'il le faut, un jeune plutôt que vous le faites vous-même. Hein, je suis sûr que les Croates, ils ont embauché des jeunes. C'est une entreprise croate de plasturgie qui fait ça. Bon, voilà. Mais vous avez donc effectivement ceux qui vont s'adapter au système et puis ceux qui vont passer à côté de ces opportunités. Mais les opportunités sont pour beaucoup plus de gens que vous ne l'imaginez. Voilà mon ami Maxime Valette, par exemple. Bon, Maxime Valette, quand je lui ai demandé s'il était millionnaire, c'est comme si je l'insultais.
Il m'a dit, mais évidemment que je suis millionnaire. Enfin, aujourd'hui, tout le monde peut être millionnaire. Si tu n'es pas millionnaire, c'est que tu es moine bouddhiste. C'est très honorable d'être moine bouddhiste. Hein. C'est une volonté de pas chercher à gagner de l'argent. Mais on peut gagner de l'argent de tous les côtés. Lui, par exemple, c'est pas un surdoué. Enfin, c'est quand même un type un peu doué, mais il n'est pas un génie. Mais il a commencé à coder à 13 ans. Il a fait sa première boîte à 15 ans. Il était millionnaire à 18 ans en revendant une boîte qui s'appelait Vie de merde, VDM. C'est de la psychanalyse sur Internet. Vous mettez vos petits problèmes chaque soir. Et chaque soir, vous partagez vos problèmes avec les autres. Il a créé ce site et évidemment, il prend vos adresses e-mail. Avant, il y avait de l'or, il y a aujourd'hui du pétrole et demain, il y a des adresses e-mail, pour faire simple. Donc, évidemment, ça vaut beaucoup et donc, il a revendu ça. À 18 ans, il était déjà millionnaire et aujourd'hui, il a 28 ans, il a créé, il a la tête de 8 entreprises. Bon. Mais ce n'est pas limité à des gens comme ça. Regardez, je vous parlais d'un autre de mes héros, là, Kevin Doe, 15 ans, au Sierra Leone. Kevin Doe, il a électrifié son village avec des batteries qu'il a fabriquées lui-même, qu'il a fait avec des déchets métalliques, et il utilise du Coca-Cola pour remplacer l'acide de batterie. Et il électrifie son village comme ça. Et après, avec des déchets électroniques, il a fait un poste émetteur, et il poste la voix de son village, puis il aime bien faire disque jockey, etc. J'ai réussi à faire l'inviter en Europe, j'étais avec lui pendant une semaine dans un très grand colloque en Suisse, c'est absolument fascinant. On l'a mis sur scène avec un poste de radio et un fer à souder. En 30 minutes, il a transformé ça en un poste émetteur. Je lui ai dit, mais t'as appris ça où? Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Enfin, sur Internet, voyons. Tout est sur Internet aujourd'hui. Voilà, à 15 ans. Bon, et après, il a été invité au MIT, etc. Alors lui, c'est un gars doué, c'est pas un génie. Mais, hop, ce que je vais vous dire maintenant, un concept que j'ai encore jamais développé. Hein. C'est pour Bordeaux, ma ville natale, et pour vous que je vais vous développer un concept, c'est l'avalanche des génies. On va connaître une avalanche de génies. Et ouais. Et c'est mathématique. Il y aura 10 fois plus de génies qu'avant, et ce n'est pas à cause de l'augmentation de la population. Je vous explique. Prenons tous les grands génies dans tous les domaines, que ce soit Léonard de Vinci, Rembrandt, Van Gogh, la peinture, l'invention, Steve Jobs, Elon Musk, Einstein, Newton, la science, bref, les gens qui ont changé une discipline. Vous voyez, la peinture n'est plus la même après avant Van Gogh, ou la musique n'est plus la même après ou avant Mozart. Bon. Prenez tous les grands génies de l'histoire humaine, ou la philosophie, Platon, Aristote, d'accord? Bon, il y en a 8000 à peu près, au pif, il y en a 8000. Supposez, il y a eu 80 milliards de gens qui se sont succédés sur Terre, et supposez que 1 sur 1 million seulement est un super génie. Je répète, le super génie, c'est le type qui change complètement une discipline, ou qui change la vie des gens. Il y a 15 ans, un type a lancé ça, aujourd'hui, toute la planète possède ça 15 ans après. Ça, c'est un super génie, d'accord? Super génie, 8000. D'après les statistiques au pif que j'ai données, il devrait y en avoir 80 000. On a perdu 90% des super génies du passé. C'est logique. Qu'est-ce qu'ont fait ces 90% de super génies? Ils ont gardé les chèvres au Mali, ils ont bêché les rizières en Chine, ils ont récolté les noix dans la forêt amazonienne, bien sûr. Ils sont nés tous dans les mauvais endroits au mauvais moment. Mais aujourd'hui, connaissance gratuite, ils peuvent acquérir la connaissance, ils peuvent ensuite faire connaître leur réalisation et les faire financer. Connaissance pour tous, financement pour tous. Changement colossal. Ça va déferler les génies. Ça va déferler. On va avoir des génies de partout. Parce que tous les génies qui devaient sortir et qui ne sont pas sortis, on en a raté 90%. Imaginez qu'il y ait 10 fois plus de Mozart, de Léonard de Vinci, de Van Gogh, de Steve Jobs, de Elon Musk. 10 fois plus. Mais c'est automatique. Parce que justement, aujourd'hui, la connaissance est partout, comme je vous l'ai dit. Alors évidemment, en revenant aux jeunes, les jeunes sont très différents. Aujourd'hui, par exemple, les constructeurs automobiles s'arrachent les cheveux. Ils font de la mobilité douce. Même à Reims, mon ami, il est à Reims, Maxime Valette, il m'a dit, moi, les jeunes qui ont 20 ans dans ma boîte, il n'y en a aucun qui veut acheter une bagnole. Ils sont tous et on peut pas, ils veulent même pas acheter une maison. On ne peut pas leur dire, il faut payer les traites de ta voiture et les traites de la maison, ils n'en veulent pas. Vous voyez, ça, c'est des choses très différentes. Et si vous voulez les recruter, ce type-là, par exemple, c'est un youtubeur connu pour faire du sport. Et bien là, il est à la prison d'Albi. Alors, je ne veux pas être méchant, mais franchement, gardien de prison, c'est pas un job terrible. Et en plus, à Albi, alors je vous raconte pas. Donc, ils n'arrivent pas à recruter. Ben, ils ont pris ce youtubeur pour faire des exercices dans la cour avec les prisonniers et les gardiens de prison, tous ensemble à faire de la gym dans la cour. Et ben, ça a eu un tel succès qu'ils ont été débordés de demandes de lettres de candidature spontanées, gardien de prison à Albi, etc., etc. Donc, si vous voulez recruter les gens, là aussi, les choses sont, comme vous voyez, complètement différentes. Mais bon, tout ça, c'est bien joli, mais la question qui se pose, évidemment, c'est « Et vous ?
les chefs d'entreprise, et vous, les managers. C'est le sujet de ce soir quand même. Eh ben, rassurez-vous, on va y venir. D'abord, un type très important selon moi aujourd'hui, c'est lui. Nassim Taleb. C'est un gars qui a très très bien compris tout ce que je vous explique, la volatilité, le chaos, la complexité. Et là, il a lancé un concept intéressant, c'est l'antifragilité. Alors l'antifragilité, c'est fabuleux pour une entreprise en ce moment, parce que c'est sortir plus fort des crises qu'on y rentrait. C'est pas la résilience, ou non, c'est la résilience si on sort aussi fort. Non, non. Là, on va sortir plus fort de la crise qu'on y rentrait. Exemple, avec une PME presque de la région, c'est Toulousain, vous me pardonnerez un exemple presque un peu à côté, mais enfin bon. Uzi Panel. Uzi Panel, c'est deux jeunes de 27 et 29 ans qui font des panneaux pour l'aménagement des autobus, des panneaux en plastique comme ceux que vous voyez dans la voiture. Du jour au lendemain, la France s'arrête, le 17 mars 2020, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comme tout le monde, fermer la boîte, demander l'aide de l'État, etc. Non, pas du tout. Dès le lendemain, il vous explique, regardez, le confinement démarrait le 17 mars, le 18, nous parlions déjà de notre projet autour de nous, le 19, partaient les premiers bons de commande. Uzi Panel a rapidement touché le grand marché des pharmacies restées ouvertes pendant le confinement, comme vous le voyez, en faisant des panneaux pour les pharmaciens, puis les panneaux pour les caissières de supermarché, puis les panneaux pour l'administration, etc. Et ils ont eu culot d'appeler l'Élysée et de dire on va gratuitement équiper les voitures. Vous savez, il y avait du Covid à l'Élysée, les ministres étaient malades au début de la crise, et donc ils ne connaissaient personne à l'Élysée. Moi, j'aurais jamais eu culot d'appeler l'Élysée, mais l'Élysée leur a répondu, et ils sont passés au journal de 20h sur TF1. Voilà, Uzi Panel, petite PME toulousaine, est sorti beaucoup plus fort de la crise, qu'ils sont rentrés. Vous voyez ? Ça, c'est de l'antifragilité. Mais ça nécessite de l'agilité. Ça nécessite de la pensée parallèle. C'est-à-dire de penser autrement, de sortir de la boîte, comme on dirait, de penser à d'autres domaines. Je vais donner un autre exemple. Il vient de loin, sur Turquie. Imaginez, en Turquie, vous êtes une entreprise qui fait du miel. Et en plus, vous avez, alors c'est dur, il n'y a pas beaucoup de marché, etc. Puis vous êtes dans la montagne et vous avez un problème que personne n'a. On fait du miel, c'est des ours qui dévalent des montagnes et qui viennent bouffer votre miel. C'est grave, ça. Alors vous vous dites, bon, la vie est trop dure, je vais abandonner, je vais faire la plonge dans un restaurant en Ankara, voilà, je m'en vais. Sauf que le gars, il est antifragile. Et alors, ce qu'il a fait, il a filmé l'ours, il a mis son miel, là, vous voyez, Anzer Bali, c'est son miel à lui, là. Il a mis son miel Anzer Bali, les miels des concurrents. Et évidemment, il a diffusé ça sur YouTube, parce que sans YouTube, ça ne marche pas. Et il a dit, le premier miel au monde goûté et approuvé par un ours. Et un ours a bien plus de papilles gustatives pour le miel qu'un être humain. Donc aujourd'hui, il croule sur les demandes du monde entier. Évidemment, il vend ça par Amazon et il publie ça sur YouTube. Sans les réseaux sociaux, c'est impossible. Voilà le miel Anzer Bali en Turquie, vendu dans le monde entier. Il est en rupture de stock, vous voyez. Et tout le monde peut s'adapter à ce monde-là. Ce n'est pas réservé à des génies. Je vous disais, regardez, un mendiant. Ma femme est chinoise, je l'ai dit à certains d'entre vous. Eh bien, ma femme étant chinoise, avant le Covid, elle est allée en Chine, la dernière fois qu'elle a pu y aller, c'était en octobre 2019, et elle m'a dit, j'emporte pas de cash. C'est la première fois. On a toujours des billets en yuan pour quand elle arrive à l'aéroport, vous voyez. Elle dit, non, c'est pas la peine, tout le monde paie avec son téléphone portable maintenant. Mais si tout le monde paie avec son téléphone portable, il y a un gros problème. Que devient un pauvre mendiant ? Eh bien, il s'adapte. C'est marqué, si vous n'avez pas de monnaie, flashez-moi. Il se balade avec un QR code, évidemment, vous le flashez. Évidemment, tous les mendiants ont un smartphone. Vous n'avez jamais vu un mendiant sans smartphone, ça n'existe pas aujourd'hui. Et évidemment, toutes les vendeuses de nouilles à Shanghai ou ailleurs acceptent le Alipay, acceptent le WeChat Pay, alors qu'elles n'ont pas les cartes bleues, évidemment, et il va s'acheter sa ration de nouilles avec ça. Vous voyez, ça, c'est de l'antifragilité parce que c'est beaucoup plus drôle. Il gagne certainement plus d'argent aujourd'hui en faisant la quête comme ça qu'en faisant la quête à l'ancienne. Vous voyez ? Donc voilà ce qu'on peut dire sur déjà l'antifragilité. Mais une autre solution, je vais vous choquer, c'est être un barbare. Ouais, un barbare. Les barbares, vous voyez, l'Empire romain, c'est stable, c'est bien, c'est les grandes entreprises. Les barbares, ça défile comme ça renverse tout sur son passage. Mais les barbares aujourd'hui ne sont pas à cheval aux marges de l'Empire. Non, non. Les barbares sont dans nos villes, mais ils chevauchent les choses aux marges des domaines. Regardez, il y a des barbares partout. Airbnb, c'est un barbare de l'hôtellerie. Uber, c'est un barbare des taxis. Amazon, c'est un barbare du commerce. Tesla, c'est un barbare de l'automobile. SpaceX, c'est un barbare du spatial. Mais vous avez aussi Coursera, qui est le barbare de l'éducation. Netflix, qui est le barbare du cinéma. Les agences de papa, parmi d'autres, il y a Haussmann aussi, il y a plein d'autres, et vous font un truc pour 5 000 €. Quel que soit le prix de votre appart, ça vaut 1 million d'euros. Au lieu de prendre 5%, ils vous prennent 5 000 €.
Donc évidemment, vous les prenez eux. Hein, ouais. Voilà, donc oui, il y a des barbares partout. Les barbares, c'est les gens qui viennent des marges du domaine et qui réinventent complètement le domaine et qui vont bouffer les gens du domaine, parce que quand vous avez un barbare sur le dos, il a en général un modèle économique qui est mieux foutu, il a en général des arguments et des trucs que vous n'avez pas, et que donc c'est très très difficile de lutter contre un barbare. Et le barbare en chef, eh ben, c'est lui. Tout simplement, c'est Elon Musk, barbare des paiements avec PayPal, barbare des paiements sur Internet, barbare du spatial, barbare de l'automobile, barbare dans les panneaux solaires aussi avec SolarCity, etc., etc. Vous voyez, ça, effectivement, être un barbare, c'est quand vous avez un barbare sur le dos, à mon avis, il vaut mieux changer de modèle. Ariane Espace, par exemple, c'est mort. Ça, on ne le sait pas, mais dans mon livre, j'ai un chapitre sur pourquoi Ariane Espace, c'est déjà mort, parce qu'ils ont un barbare sur le dos. Donc, ils vont sortir Ariane 6, parce que Ariane 5 est beaucoup trop cher par rapport à Elon Musk, mais le temps qu'ils se décident à faire Ariane 6, Elon Musk est déjà 3 fois moins cher que quand ils ont lancé Ariane 6. Mais c'est mort de chez mort, de chez mort, de chez mort. Par contre, je ne suis pas allé chez Ariane Espace leur dire « vous êtes mort, j'ai un business plan pour vous ». Plutôt que de lancer des fusées, les fusées, vous faites un max de fric sur une fusée, vous lancez 200 000 personnes dans l'espace à 200 000 $ pièce. Vous savez, 200 000 $, c'est beaucoup, mais il y a beaucoup de gens riches qui sont prêts à faire un saut dans l'espace pour 200 000 $. Eh bien, vous, Ariane Espace, ça, Elon Musk ne l'intéresse pas. C'est le domaine de Jeff Bezos, de Branson. Mais j'aurais dit ça avant qu'il y ait Jeff Bezos et les autres. Et évidemment, ils ne m'ont pas écouté. Ah, on doit finir la fusion avec moi. Faites une fusion, si vous n'avez plus rien à vendre, bon, pas grave. Ils vont dans le mur en klaxonnant, vous voyez. Mais il y avait un autre business model. Elon Musk ne s'intéresse pas à ce qu'on appelle le petit saut dans l'espace, le tourisme spatial proche. Donc là, vous êtes Ariane Espace, vous êtes crédible, les gens veulent de la sécurité, vous êtes riche, vous avez 200 000 $, vous ne voulez pas mourir au décollage, donc vous voulez quoi? Ariane Espace vous garantit la sécurité. Je dis, ouais, vous faites un truc comme ça, et là, avec 200 000 personnes, vous remplacez vos lancements de fusée. Bon, pas grave, ça ne marchera pas, mais bon. Donc, autre chose aussi, la décision de management la plus géniale de tous les temps, selon moi, c'est celle de Steve Jobs. Quand il a présenté ce truc-là, il était le leader mondial des baladeurs numériques. Il avait 70% du marché, et le marché n'était pas en baisse. D'accord? Il présente ce truc-là, et du jour au lendemain, c'est fini. Parce que là, il y a un baladeur numérique gratuit à l'intérieur. Vous vous rendez compte? Tuer son produit vedette quand vous avez 70% du marché mondial, si la direction, si les actionnaires d'Apple ne l'avaient pas déjà viré en 1986 et ça a été mordu les doigts après, ils l'auraient viré tout de suite. Mais là, ils n'ont pas osé. Et c'est pour ça qu'Apple est devenue la première entreprise au monde en capitalisation boursière, parce qu'elle a sorti ça. Vous voyez? C'est grâce à l'iPhone qu'elle est devenue la première entreprise au monde. Vous voyez? Donc ça, c'est une décision extraordinaire, c'est se disrupter, être son propre barbare. Voilà. Eh bien oui, il est arrivé, lui. Mais c'est les grands génies, il fait partie des fameux 8000, il n'y en a pas beaucoup. Mais il a été son propre barbare, et ça, c'est une décision incroyable. C'est l'inverse de Kodak. Kodak avait le brevet du numérique, mais ils n'ont jamais sorti. Ça allait tuer la poule aux œufs d'or, chers amis. La poule aux œufs d'or, c'est les pellicules photo, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Du coup, ils ont fait la plus grosse faillite pour une boîte connue au XXe siècle. Erreur Kodak, ça s'appelle, vous voyez. Bref. Les barbares peuvent faire disparaître votre business. Par exemple, ça, c'est une machine à café. Vous mettez du café vert là-dedans. Et ça sort un expresso parfait. Tout le marché de l'industrie du café est morte. Elle ne le sait pas encore. Mais ce truc qui a été inventé par des jeunes Allemands, financé en crowdfunding sur Kickstarter, le jour où ça se diffuse, il n'y a plus d'industrie du café sur la planète. Vous achetez le café vert directement au producteur et hop, le petit producteur sera super content, il le vendra 2 fois plus cher et vous l'achèterez 2 fois moins cher. Il n'y a plus intermédiaire, vous voyez. Juste comme ça. À côté, j'ai mis un truc, c'est pour le gag, ma femme est chinoise. Ce type-là, c'est un prof de philo. En Chine, on a interdit les cours du soir. C'était un marché, un business énorme. Il y avait des millions de professeurs qui aidaient les élèves. Les Chinois étaient prêts. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de job. Terminé. Comme demain pour le café. Terminé. Qu'est-ce que font ces gars-là? Ils essaient de se reconvertir dans la vente sur Internet, à la télé. La vente sur YouTube. Ils sont ridicules. Au début, par rapport aux vendeurs, ils disent « achetez, 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 achetez ». Et puis ils se sont dit « mais merde, on est des profs, nous ». Donc le prof d'anglais, il parle de la culture anglaise. Il parle de la tradition du thé anglais, du petit déjeuner, du cheddar, du bacon. Ah oui, justement, on a du thé, du cheddar et du bacon à vous vendre. Ce type-là est en train de vendre des crevettes en se basant sur la philosophie de Nietzsche. C'est un prof de philo, il explique pourquoi il faut manger des crevettes à cause de la philo. Je ne vais pas vous le faire, je sais le faire, je pourrais vous donner en privé, mais il explique pourquoi. Et ça a un succès fou. Les gens passent 15 minutes sur un site de vente chinois en moyenne, 15 minutes. Là, en moyenne, les gens restent 2 heures sur ce site. Parce que les gens veulent du sens.
Ils parlent de la culture, ils vendent aussi des livres, bien sûr, mais ils vendent surtout de la nourriture. Ils vendent du steak, mais ils vont expliquer des trucs, donc, avec le sens. Ça, c'est une antifragilité incroyable. Ils étaient complètement morts, leur métier disparaît, hop, ils se remettent. Vous voyez. Bref, avant de terminer, mon dernier point, c'est la vraie écologie. Ça, c'est un point essentiel, j'ai que 2 minutes pour vous en parler, mais la plupart de l'écologie dont vous entendez parler, c'est une écologie qui est punitive. Voilà les 2 leaders pour moi de la vraie écologie, Gunther Pauli avec cet ouvrage « Soyons aussi intelligents que la nature » et William McDonough et Michael Baumgart, « Cradle to Cradle, créer et recycler à l'infini ». Parce que ça, c'est vital. Ce monde dont nous parlons, ce monde de demain, il ne marchera que si nous recyclons à l'infini. La nature n'a pas de poubelle. C'est pour ça qu'elle fait une croissance incroyable. Depuis les algues vertes jusqu'aux dinosaures, nous, les séquoias, les chênes, et les éléphants et les baleines, vous voyez. Tout doit être recyclé à terme. Quand un éléphant meurt, tout est recyclé. Il y a les chacals qui viennent, les vautours, etc. Vous voyez. Donc ça, c'est absolument fondamental d'intégrer que le recyclage et l'économie circulaire sont des piliers absolus de demain, sinon on n'y arrivera pas. Notez quand même le sous-titre incroyable de ce livre-là, que je vous ai rajouté à la dernière minute. Au-delà de la durabilité, concevoir pour l'abondance. Tout le monde vous parle de pénurie. Aussi, je vous ai parlé que l'énergie sera illimitée. En fait, on va rentrer, pas tout de suite, mais on va rentrer dans l'abondance. Je vous annonce l'abondance. Tous les bons prospectivistes le savent. Lisez Jérémy Rifkin, la nouvelle société du coût marginal zéro. Il annonce l'abondance. Eux, concevoir pour l'abondance. Voilà les vrais écologistes. Les vrais écologistes, les vrais prospectivistes le savent. Ce qu'il y a demain, c'est l'abondance, c'est pas la pénurie. Mais encore faut-il qu'on soit pas idiot au point de se faire exploser tous à cause d'un gars qui veut des kilomètres carrés en plus. L'humanité est capable du meilleur, mais elle est aussi capable du pire, comme vous le voyez en ce moment. Vous voyez, ça par exemple, Novamont est une société dirigée par Gunther Pauli qui rachète des raffineries pour 1 euro symbolique et les transforme, ces raffineries, en bio-raffineries, produisent du caoutchouc et du plastique à partir de l'huile de chardon. Il est Gunther Pauli, donc ce fameux livre, Soyons aussi intelligents que la nature, on l'appelle le Steve Jobs du développement durable, il espère qu'il va éradiquer la raffinerie, pas pour le pétrole, mais pour le caoutchouc et le plastique en Europe, avec des techniques comme ça. Après, il faut cultiver beaucoup de chardon, mais justement, c'est sur des terres en friche, c'est pas en concurrence avec la nourriture humaine, c'est très bien. Et puis, vous voyez, la nourriture est illimitée. Il y a déjà dans la salle quelqu'un qui fait la récupération des algues. Les algues et les champignons, c'est des protéines incroyables. Et même les déchets nucléaires. Je peux vous dire que les déchets nucléaires sont récupérés, parce qu'un déchet nucléaire, c'est de l'énergie gratuite. Donc on ira chercher les déchets nucléaires qu'on a jetés dans la côte de Cap-Breton, la fosse de Cap-Breton, c'est horrible. On a balancé plein de déchets nucléaires il y a 30-40 ans, maintenant on ne le fait plus. On ira les chercher parce que ça dégage de la chaleur, donc c'est de l'énergie, donc c'est récupérable. Voyez. Bref, tout sera recyclé. Maintenant, conclusion. Alors, d'abord, il faut y croire. Vous avez dit, ce gamin n'a absolument aucune chance. Zéro. Oui, d'accord, mais il y va contre le sumo. Et ça, c'est essentiel, parce que, comme le dit, vous savez, la fameuse formule, tous les gagnants du loto ont tenté leur chance. Regardez, en Chine, est-ce que la nouvelle génération va vivre mieux qu'aujourd'hui ? 82% de oui, 7% de non. 82% des Chinois pensent que demain sera mieux qu'aujourd'hui. 7% pensent le contraire. En France, 9% des gens pensent que demain sera mieux qu'aujourd'hui, et 90% des gens pensent que demain sera pire qu'aujourd'hui. Comment vous voulez réussir dans un monde comme ça ? C'est mort d'avance. C'est mort d'avance. C'est pas la peine. Vous comprenez pourquoi ? Il y a des problèmes, on pourra en parler en débat, mais pourquoi je fais les conférences optimistes ? Parce que c'est la base de tout. Ça, c'est la réalité des chiffres. Donc là, on est foutu, c'est même pas la peine de discuter. Avec un état d'esprit comme ça, on est déjà parti perdant. Okay ? Donc déjà, la première chose, c'est d'y croire. Ensuite, pour les chefs d'entreprise et les managers qui sont dans la salle, 2 slides essentiels, et après on conclut. 2 slides essentiels. Quelles sont, dans ce monde-là, les stratégies qui marchent ? D'abord, être agile, avoir beaucoup de cordes à son arc, être capable, vous voyez, les gars qui faisaient des cours particuliers, maintenant ils vendent des crevettes en se basant sur leur savoir, parce qu'ils sont professeurs, ils font une vidéo complètement différente. Avoir beaucoup de cordes à son arc, être agile. Réinventer un domaine en venant des marges de celui-ci, ça c'est la fameuse stratégie des barbares. Airbnb réinvente l'hôtellerie, Tesla réinvente la voiture, etc. Transposer un domaine dans un autre. Là aussi, c'est Tesla. Non, c'est SpaceX, pardon. C'est Elon Musk, le barbare en chef. Elon Musk, il a pris les méthodes des start-upers et il les a mis dans le spatial. Personne pensait que c'était possible.
Il a mis des trucs agiles, réactifs, petits dans le spatial, au lieu des énormes trucs comme la NASA et l'espace. Transposer un domaine dans un autre, c'est SpaceX. Faire l'inverse de ce que tout le monde fait dans l'industrie, c'est Tesla. Vous commencez avec des bagnoles de luxe très très chères quand tout le monde fait des smart électriques et perd de l'argent, et vous descendez en gamme avec la Tesla Model S, et puis la Tesla Model X, et puis la Tesla actuelle, etc. Vous voyez ? Faire en même temps des choses incompatibles. Notre président a raison quand on se moque de lui quand il parle lui en même temps, mais il a raison. Dans un monde complexe, il faut savoir faire à bon escient, c'est pas toujours facile, des choses incompatibles en même temps. Être antifragile, je vous ai donné au moins 3 exemples pour ça, et être proactif, ça c'est Steve Jobs, inventer le futur et suivre vos clients. C'était Henry Ford, c'était les grands génies de ce genre-là, évidemment. Donc ça, c'est les stratégies qui marchent dans un monde complexe pour les entreprises et puis pour les managers, pour vous. Le manager de demain, c'est quelqu'un qui accepte l'incertitude pour son organisation et pour lui-même, qui sait ne pas tout savoir dans un monde complexe. Il faut savoir décider sans savoir tous les éléments autour de nous, prendre des décisions sans avoir tous les éléments, forme ses collaborateurs à développer leur propre autonomie. Ça, c'est très important aussi. C'est plus le chef qui décide, c'est le chef qui va former les gens à être créatifs autour de lui. Ça, c'est une toute autre vision du dirigeant. Il peut être heureux en situation instable, il peut être antifragile, remet en cause ses certitudes, etc. Oui. Vous avez là-dessus tout ce qu'on appelle l'entreprise libérée, c'est un peu galvaudé, mais il y a des choses très très intéressantes, bien sûr, là-dessus, qui correspondent complètement à ce nouveau monde, à cet nouvel état de l'entreprise. Alors, Philippe Zilberszan, l'extraordinaire, l'incertitude vous rend libre et vous donne plus de possibilités que jamais dans l'histoire humaine. Bienvenue à l'incertitude. C'est positif, l'incertitude. Bien sûr, c'est stressant, mais c'est positif. Disruption, Stéphane Mallard, enfin, juste 2 auteurs. Bref, on termine. Alors, panda ou cafard ? Tout le monde adore les pandas, c'est tellement mignon, les pandas. Et tout le monde déteste les cafards, c'est tellement hideux, les cafards. Oui, mais il y a un petit problème. Le panda est le symbole, comme vous le savez tous, des animaux en voie de disparition. Et pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement spécialisé. Il ne peut manger qu'une seule espèce de bambou. Tandis que, regardez, ce cafard-là, c'est un cafard d'il y a 250 millions d'années dans l'ambre de la Baltique fossilisée. C'est exactement le même cafard que celui qui est dans nos égouts, dans nos cuisines. Exactement le même à une antenne près. Il a survécu à tout et il a été capable de résister à tout. Pourquoi ? Il est antifragile, il bouffe de tout, il résiste à tout. Donc c'est un peu terrible à dire, mais pour survivre demain, il vaut mieux être cafard que panda. En tout cas, pour conclure, ce que je vous encourage, c'est toujours formez-vous tout au long de votre vie, remettez en cause vos certitudes, cherchez l'information et surtout osez. Le potentiel n'a jamais été aussi incroyable. Oui, c'est un monde stressant, mais jamais on a eu d'opportunité dans l'histoire humaine et cela a une puissance 10. Et ça, chers amis, c'est quand même une bonne nouvelle, même si il va falloir accrocher nos ceintures parce que ça va tanguer. Mesdames, Messieurs, Jean Stone. Jean, reste avec nous, prends un verre. Donc Jean va boire et vous pouvez respirer parce que j'en ai senti en apnée. Je sentais jusque-là, il y avait une partie du public en apnée en moment. S'il y a des gens de chez Ariane dans la salle, je leur donne la parole en premier. Et je leur explique comment se sauver quand même. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on va faire des questions-réponses avant de se retrouver pour la fin tout à l'heure avec des questions-réponses. Mais normalement, on a Jean Viard qui est avec nous, je viens d'apercevoir.